Alors, en effet, je vais parler de politique pour les archives ouvertes. Alors, malheureusement, je vais reprendre certains éléments qui ont été présentés ce matin. Mais bon, c'est pas tout à fait la même approche. J'évoquerai aussi les évolutions de HAL. Alors, je trouve les bonnes touches. C'est bon. Le plan, je vais essayer d'aller relativement vite. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait vraiment du temps pour les questions, vu que toutes les interventions de ce matin, je pense, peuvent amener vraiment des débats. Et que l'objectif de cette journée, c'est, comme ça a été rappelé, de voir comment on peut sans doute faire bouger les choses. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant qu'on discute de tout ça ensemble. Donc, moi, j'aimerais, personnellement, je suis à la recherche d'idées, donc j'aimerais privilégier les discussions, mais on verra pour la suite. Alors, rapidement, le CCSD a été créé en 2000 par Franck Laloé et Daniel Charnet. Franck Laloé, qui est un physicien, donc qui a voulu mettre en place quelque chose qui ressemblait en fait à Archive. Donc ils ont imaginé HAL à partir du modèle de l'archive nord-américaine Archive. Et on est situé dans les locaux du centre de calcul de l'IN2P3, donc centre de calcul, donc endroit extrêmement protégé et avec évidemment des moyens techniques extrêmement performants. Ceci, c'est pour la sécurité et également la rapidité des traitements. Donc pour nous, c'est vraiment un plus. Et nous sommes partenaires dans différents projets européens, notamment Medouanet qui a été évoqué, Daria qui est plus dédiée aux sciences humaines et sciences sociales. Et également, on était partenaire du projet PIR qui avait entre autres objectif de voir les missions avec les éditeurs, mais je crois que ça va être présenté tout à l'heure. Alors, en deux mots, HAL, donc, qui était la première archive ouverte créée en fait au CCSD. Ensuite, il y a eu TEL, l'archive de thèse, parce qu'il n'y avait aucun serveur en fait pour diffuser les thèses de façon électronique. Ensuite est apparue la plateforme ScienceConf. En fait, ça a été fait à la demande des chercheurs qui utilisaient HAL et qui organisaient des conférences. Ils disaient finalement, ça serait bien si on pouvait, dès la préparation de la conférence, pouvoir déposer les textes des communications dans nos conférences. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse faire le lien également avec tout le travail de relecture, évaluation quand on organise une conférence. Donc on a développé une plateforme qui est vraiment un outil de gestion scientifique de l'organisation d'une conférence, d'un colloque au sens large. Également, en partenariat avec Stéphane Pouillot, on a mis en place une archive d'images scientifiques, dont Médial. Également, nous assurons la maîtrise d'œuvre du métamoteur Isidore, métamoteur en sciences humaines et sciences sociales. Et puis, autre plateforme, Héloïse, qui a été évoquée, qui est une plateforme qui permet aux éditeurs de dire quelle est leur politique en matière d'archives ouvertes, enfin d'open access. Et enfin, Episcience, dont je vous parlerai cet après-midi. Alors, un petit rappel un peu provoque, mais bon, il en faut. Là, j'ai pris un article du Monde diplomatique qui a été publié en décembre 2012. J'aurais pu trouver d'autres articles où, en fait, on indique à la fois le ras-le-bol des chercheurs et puis également le fait que les abonnements, les revues coûtent extrêmement cher et que ça, c'est fait, ce financement est fait avec l'argent des contribuables. Et pour mémoire, en fait, l'auteur est payé pour faire évidemment les recherches sur lesquelles il va faire un article. Il va également très souvent faire l'évaluation d'articles publiés dans des sites, par des revues commerciales, très souvent. Et il ne sera pas payé pour ce travail. Donc ça aussi, c'est important de le noter. Le lecteur, c'est pas forcément le lecteur qui achète, mais c'est la bibliothèque, une institution qui achète les abonnements. Donc on est vraiment dans un système en fait où finalement l'argent public paye beaucoup pour publier. Donc ça, c'est pour rappeler quand même le contexte. Je tiens également à redonner ce qui a été fait ce matin. Et moi, j'ai pris la définition qui était donnée dans le BOAI, donc dans le Budapest Open Access Initiative, qui est vraiment la définition du libre accès qui est au niveau le plus simple, mais
mais qui est important en fait de se rappeler, c'est avant même qu'on définisse la voie verte, la voie dorée, c'était vraiment se dire, c'est la mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout à chacun de pouvoir accéder à toutes les publications scientifiques. Donc on est vraiment en fait là dans la problématique de la diffusion libre pour tout le monde, sans aucune contrainte. Donc ensuite, pour être un peu plus pragmatique, donc ont été définies les deux voies dorée et voie verte. Donc Pascal a largement présenté ça, je ne vais pas revenir dessus, ça a été très clair, donc je pense que tout le monde a compris. Avec une petite nuance pour moi quand même, c'est que la voie dorée, le concept de la voie dorée a été un peu récupéré quand même par les éditeurs pour en faire le modèle auteur-payeur, alors qu'à l'origine, ce n'était pas forcément ce modèle-là qui était pensé, il n'y avait pas derrière un financement. Donc là aussi, entre ça fait donc 10 ans que ça a été dit, on voit une évolution dans la définition, dans la conception de ces modèles. En revanche, pour la voie verte, ça n'a pas trop bougé, on n'a pas encore été trop récupéré. Alors je vais en revenir à la politique française et entre autres comment se met en place une politique partagée, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche autour de l'information scientifique et technique, autour de l'information numérique. Dans la feuille de route 2008, si ma mémoire est bonne, le ministère a défini les objectifs de la TGR, Très Grande Infrastructure Recherche, donc un projet qui s'appelle Bibliothèque scientifique numérique. Alors ce n'est pas vraiment une bibliothèque au sens classique du terme, même d'ailleurs au sens numérique du terme. Pour le moment, c'est surtout un groupe de coordination de projets autour de la diffusion, la gestion, l'archivage de l'information scientifique numérique. Donc c'est en fait c'est plus un espace de travail et de coordination de projets. Alors vous avez là la liste des 9 chantiers. Il y en a un 10e qui doit être en cours de constitution qui concerne les données de la recherche. Moi, celui qui m'intéresse plus particulièrement, en tout cas ce matin, c'est celui des archives ouvertes, le chantier de la BSN 4, qui en fait a repris le premier protocole, un premier protocole qui est couru de 2006 à 2008, faisant de HAL une archive commune et partagée par l'ensemble des établissements de la recherche. Ce protocole a duré 2 ans. Ensuite, on a continué à travailler avec nos partenaires sur notre lancée. Et dans le cadre de la BSN, on a décidé de relancer ce protocole parce que ça donnait un cadre en fait à ce qui de fait existait, à savoir qu'il y avait une utilisation de HAL par des établissements allant bien au-delà des établissements du CNRS, puisque le CCSD, pour le moment, est une unité propre du CNRS. Alors, les enjeux de la politique sur les archives ouvertes, donc ça, ce sont des enjeux très très forts. La Commission européenne, donc, qui a pris position en faveur de l'open access et qui donc a demandé en fait aux États membres de la communauté de prendre position et de définir une politique autour de l'open access. Donc on a ce contexte fort de l'Europe. Et ce qui a été fait pour la France par notre ministre de la Recherche, Geneviève Fioraso, lors des journées Couperin qui se sont déroulées le 24 et 25 janvier 2013. Donc elle est intervenue le 24 janvier pour définir la politique française en matière d'open access, où elle a apporté un soutien très fort, notamment à la voie verte, la voie des archives ouvertes, et puis également en redisant que HAL était le serveur partagé pour les établissements de l'enseignement supérieur de la recherche, et que donc on allait mettre en place tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. Alors, les enjeux, en fait, sont bien aussi des enjeux pour les chercheurs. Là, encore une fois, quand on parle d'outils, il faut revenir peut-être aux utilisateurs. Les premiers utilisateurs, le public visé, ce sont bien les chercheurs, aussi bien en tant qu'auteurs qu'en tant que lecteurs. Donc, il s'agit là pour eux de partager les résultats de leurs travaux sous forme numérique, les diffuser immédiatement, gratuitement, à l'ensemble de la communauté, donc avec également pouvoir communiquer aussi avec leurs collègues.
Et puis, alors, la notion qui est extrêmement importante et qui est sans doute la plus lourde à mettre en œuvre, c'est assurer de manière transparente leur conservation à long terme. Et là, on parle en fait de pérennité de documents, pérennité de support de documents. Et donc derrière, il y a des aspects techniques qui sont à prendre en compte. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors, pour atteindre cet objectif, donc il y a eu grosso modo 2 ans de discussion avec des représentants de différents établissements ou organisations IST. Il y avait des représentants de la DBU, de Couperin, des directions IST des EPST, l'INRA, l'INSERM, l'INRIA, enfin bon, un peu tout le monde. Hein. Et donc, on a planché sur le texte de la Convention, et entre autres, ce qu'on a défini pour apporter en fait des garanties, puisque le CCSD est une unité propre du CNRS, comme je l'ai dit, que en fait cette structure gère les archives pour des établissements universitaires ou autres PST, et qu'une des façons d'apporter des garanties sur finalement l'obligation qu'on avait d'utiliser HAL d'une façon ou d'une autre, on a décidé de faire évoluer la structure CCSD en la transformant en unité mixte. Et ce qui va être fait, donc on va devenir unité mixte normalement en septembre. Et on aura comme tutelle le CNRS, évidemment, mais également l'INRIA et le PRES de Lyon. Alors, là, c'était aussi pour rassurer nos partenaires sur le fait que c'était important, en effet, que ça ne soit pas que le CNRS qui gère une structure utilisée par tout le monde, mais ça veut dire aussi, donc, garantie, mais aussi une aide, un soutien, une tutelle. Qui dit tutelle dit aussi... je vois le représentant de l'INRIA qui s'amuse. Ça veut dire aussi de la part des tutelles, en bon père et mère de famille aussi, pour voir aux besoins de sa nouvelle unité. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait un échange dans les 2 sens. Concrètement, là, je vous ai cité les 2 paragraphes qui définissent vraiment en fait le cœur même de la Convention. Hein. Donc, en fait, on décide que HAL est l'archive nationale. Alors, moi, j'aime pas dire nationale parce que, bon, voilà, c'est un peu connoté, mais en tout cas, c'est l'archive commune et partagée par l'ensemble des établissements de la recherche française. Et pour cela, on va définir, en fait, 2 modes d'alimentation ou de dépôt dans HAL. Ce que j'ai oublié de dire, oui, avant que je rentre dans les aspects plus techniques. La nouvelle convention donc, a été signée en grande pompe à l'Académie des sciences le 2 avril. C'était une belle cérémonie, hein, voilà. C'était, en plus, le cadre était magnifique. Et les signataires, donc on a des établissements de recherche qui sont signataires. Donc là, vous les avez listés. Il y en a d'autres qui ont signé depuis, d'ailleurs, que je n'ai pas rajouté. J'ai mis l'ANR dans les établissements, c'est l'Agence nationale de recherche, c'est pas tout à fait un établissement, enfin même titre que les autres. J'aurais pu la mettre avec la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, l'AMU qui est également signataire de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements. Donc vous voyez, en fait, vraiment autour de ce projet, on a un consensus des grands porteurs, en fait, et des grandes institutions de la recherche. Alors, donc les partenaires s'engagent tout d'abord à déposer dans les archives ouvertes. Alors pour ça, il y a différentes façons de faire. Hein. On peut communiquer, on communique beaucoup, on sait que c'est pas suffisant. Il y a également la politique du mandat ou du dépôt obligatoire, hein, pour dire les choses de façon plus claire encore. La politique du dépôt obligatoire, donc certaines institutions se sont lancées. Je crois qu'il y a l'INRIA aussi qui a mis ça en place au début de l'année. C'est vrai que ça aide beaucoup pour avoir des dépôts. Actuellement, je pense qu'on si on fait une moyenne, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire vraiment l'ensemble des sciences dures, sciences humaines, sciences sociales, sciences du vivant, on est à peu près entre 15 et 20% des documents publiés qui sont déposés dans des archives ouvertes.
Voilà, alors après, c'est compliqué parce que avoir des statistiques précises, il s'agit de savoir quelle revue on regarde, etc. Donc, bon, mais c'est un ordre de grandeur, sachant que pour certaines disciplines, c'est 80-90%. Hein. Donc, ça veut dire que pour certaines, par exemple, la chimie, c'est 1%, c'est vraiment très, très peu. Voilà, donc on est dans cet ordre de grandeur actuellement. Alors, l'engagement des partenaires, donc élaboration d'une stratégie de communication commune, entre autres fondée sur des bonnes pratiques. Donc là aussi, on a tous là du travail qui nous attend. Concilier les archives institutionnelles avec l'archive commune HAL. Donc j'y viendrai aussi. Ça veut dire, pour cela, il faut respecter les contraintes techniques de la plateforme HAL, et notamment dans les solutions d'interopérabilité qui sont mises en œuvre, sachant que ces solutions d'interopérabilité, bien évidemment, on les discute aussi, on les a discutées avec les partenaires lors de la discussion sur la convention, puisque cette convention a également des annexes techniques. Et puis, également, le CCSD a des contraintes, hein, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en ait pas, donc tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien, pour que les partenaires aient justement les bons outils, les bonnes procédures pour travailler avec l'archive ouverte HAL. Alors, on y arrive. Mise en œuvre de la mutualisation, donc deux cas de figure. Alors, on va prendre le premier cas, le cas où une archive institutionnelle a été développée. Par exemple, c'est le cas de l'INRA avec Prodinra, qui a développé son propre serveur d'archives ouvertes, ou également OATAO, par exemple. Donc, dans ce cas-là, l'archive institutionnelle va dupliquer son contenu, texte intégral et signalement, dans HAL. Alors, ce qui est important, c'est que HAL n'est pas un moteur ne fait pas du moissonnage, hein, donc déjà, c'est une archive ouverte. Et on insiste sur le dépôt du texte intégral parce que c'est grâce à ça que l'archive pourra bénéficier de l'archivage pérenne qui a été mis en place avec le CINES, Centre d'informatique nationale de l'enseignement supérieur, qui permet en fait de mettre à niveau la version du document qui est déposée. Et c'est à cette condition-là, en fait, qu'on peut vraiment parler d'archivage pérenne, à savoir qu'on peut se dire qu'un document qui a été déposé il y a 10 ans dans une version assez ancienne de PDF sera toujours accessible et qu'on pourra toujours l'ouvrir, de même que l'on fait des campagnes de mise à niveau permettant aussi de dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on arrivera toujours à ouvrir ce document-là et donc on avance au fur et à mesure des évolutions technologiques. On espère arriver à mettre à niveau comme ça le support même du document. À ma connaissance, c'est la seule archive qui fasse ce travail-là, d'où l'importance d'exiger le texte intégral. Autre cas de figure, l'institution n'a pas d'archive institutionnelle, n'a pas développé sa propre archive, et dans ce cas-là, elle peut développer son archive dans HAL, en créant un portail, en fait, à l'intérieur de HAL, qui sera personnalisé, et dans lequel elle pourra ajouter également des données locales, c'est-à-dire des données supplémentaires qui seront propres à son institution. Par exemple, ça peut concerner des documents qui ne sont pas acceptés dans HAL ou d'autres informations qu'elle jugera utiles. Et donc, dans tous les cas de figure, archivage pérenne, et puis également l'interconnexion avec les grandes archives internationales, donc Archive. Le CCSD gère le portail français d'Archive. Quand vous déposez un document dans HAL, et s'il est éligible dans Archive, vous pouvez demander à ce qu'il soit poussé, donc déposé également dans Archive. Dans ce cas-là, ça sera fait automatiquement, vous n'aurez pas à le faire une deuxième fois. PubMed Central et l'archive REPEC pour les économistes. Je passe, parce que je pense que vous savez tous ça par cœur, qu'une archive ouverte est simplement en fait un serveur avec un protocole spécifique. Petite notion qui est aussi importante dans la philosophie des archives ouvertes, c'est l'auto-archivage. Beaucoup de documents sont déposés par des documentalistes, des bibliothécaires, mais beaucoup aussi le sont par les auteurs, et je pense que c'est important que les auteurs continuent à déposer eux-mêmes leurs documents. C'est dans la philosophie des archives ouvertes.
Ensuite, c'est, je pense aussi, de leur responsabilité à eux de savoir ce qu'ils veulent, enfin, de communiquer et de diffuser leur publication, donc pas perdre de vue non plus la notion d'auto-archivage. Page d'accueil de HAL, je vois qu'on était à peu près raccord sur la capture d'écran, vu le nombre de documents déposés. Je passe. Alors, juste un petit rappel technique, ça c'est un slide que je présente à chaque fois parce qu'en fait c'est vraiment, il n'y a rien de mieux pour expliquer comment fonctionne le HAL. En fait c'est un grand serveur dans lequel sont déposés tous les documents, quels qu'ils soient, tout type de documents, et à partir de là on va générer justement des vues, des portails qui vont permettre de personnaliser, de créer des collections ou d'autres groupes. Alors, on est interopérable avec Archive, PubMed Central, donc là on le voit. Vous voyez toutes les métadonnées qui sont en rouge, ce sont les métadonnées communes en fait qui sont partagées par tous les déposants, par tous les documents. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir générer différents portails. Alors le portail générique HAL que vous voyez ici. Ensuite, on va pouvoir créer par exemple un portail institutionnel, comme là j'ai mis l'INSER, mais j'aurais pu mettre l'INRIA ou je ne sais qui. Vous retrouvez toujours les métadonnées en rouge, plus des métadonnées qui sont spécifiques, les métadonnées en vert. Ensuite, on va pouvoir créer des portails thématiques. C'est le cas du portail LSHS en sciences humaines et sciences sociales. Également, un portail lié à la typologie du document, tel pour les thèses. Et comme ça, une multitude de portails. Cet ensemble va être également moissonné par Isidore, donc le métamoteur des SHS. Donc vous voyez qu'à partir de ce réservoir, on peut créer des tas de services extrêmement différents. Alors pour que ça fonctionne, on a des référentiels qui sont communs et partagés par tous. Donc c'est un minimum de référentiels utiles. Donc il y a le référentiel des laboratoires et des institutions. Alors ça c'est un référentiel qui est interne à HAL. Ah, bon, pardon. Non, c'est bon, j'avais juste c'est pas de problème. Donc le référentiel des laboratoires, en fait, c'est sans doute un des référentiels qui est le plus exhaustif sur les laboratoires et les unités de recherche. On s'est rendu compte en discutant avec différents partenaires que finalement c'est sans doute HAL qui avait le plus grand nombre, le plus centralisé en tout cas. Également la nomenclature des domaines scientifiques, donc ça c'est des nomenclatures qui ont été mises en place avec des chercheurs, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons sorti ça de notre tête comme ça. On a travaillé avec des chercheurs dans les thématiques et qui ont validé en fait ces nomenclatures. Le but étant de faire quelque chose d'assez simple, à 2 niveaux. Donc on a vraiment essayé de limiter et finalement ça fonctionne bien et ce n'est pas pénalisant, en fait que ça soit simple n'est pas pénalisant pour le dépôt et que les auteurs puissent trouver où se classer. La typologie des documents, donc là on est aligné sur la liste du ministère, donc voilà, là on n'a rien inventé. Également, on a les référentiels des contrats ANR, puisque l'ANR a demandé à ce que les publications financées dans le cadre d'un projet ANR soient déposées dans l'archive ouverte HAL. Également, la liste des projets européens. Et la liste, on a une liste de revues. Donc ça, c'est vraiment nos outils de base. Un document, quand il est déposé dans HAL, ça va être relativement simple. On va devoir, l'auteur ou le contributeur, donc celui qui dépose, va devoir renseigner les métadonnées descriptives du document, le titre, les mots-clés, et puis également les métadonnées relatives aux auteurs. Une fois que ça c'est fait, il va transférer son fichier de son disque dur sur notre serveur, il va avoir un récapitulatif, et puis ensuite, si tout est bon, il valide, et nous, on récupère en fait son fichier, son dépôt sur notre serveur, et à partir de là, il va y avoir une vérification. Alors, je vais commencer par la vérification de ce qu'on appelle la conformité du dépôt, bon, à savoir qu'on a bien un rattachement institutionnel pour l'auteur,
que le document déposé, si on nous annonce un article, ben c'est bien un article, que le fichier s'ouvre bien correctement, qu'il n'y a pas eu de problème, que le titre, par exemple, de l'article dans le fichier PDF est bien le même titre que celui qui est décrit dans les métadonnées. Bon, vous voyez, une référence, une vérification assez rapide, mais importante à faire pour justement la qualité du dépôt. Et puis, on a ce que l'on appelle la validation scientifique élémentaire. Alors là, c'est un truc qui est un peu compliqué à expliquer parce que selon les disciplines, ça change. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait bien une publication scientifique. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas, on ne dit pas c'est une super publication scientifique, c'est pas notre rôle. Là, on n'a pas du tout on n'a pas cette mission-là. En revanche, on vérifie, par exemple, on ne prend pas les articles de vulgarisation d'Oral. Voilà, bon, c'est comme ça, on pourrait le faire, mais on ne les prend pas. Donc, par exemple, on vérifie, simplement, c'est une question de curseur, que c'est pas un article de vulgarisation, que c'est un article scientifique, et c'est tout. Pour ça, on a des experts dans les domaines qui disent bah oui, c'est bon, c'est une publication scientifique sans émettre de jugement de valeur sur ce document-là. Donc si tous ces éléments sont OK, le document est mis en ligne immédiatement. Sinon, on va vous demander d'apporter des modifications en fait à votre dépôt, c'est-à-dire d'aller corriger, par exemple mettre correctement les références du journal dans lequel le document est publié, s'il est publié. Nous, on n'intervient pas, on ne corrige pas les notices, on n'intervient pas sur les dépôts. Alors oui, une petite information quand même, les demandes de modification portent essentiellement sur les droits de diffusion. C'est-à-dire, par exemple, vous avez déposé le PDF d'un éditeur qui interdit la diffusion. Ou le cas le plus fréquent, d'ailleurs, c'est l'identification des documents sources, c'est-à-dire que le document est publié et en fait les informations concernant le numéro, enfin la revue dans laquelle ce document est publié sont faux, inexistants, et donc là on vous demande d'apporter des corrections. Alors si je résume tout ça, en fait un document donc dans une archive ouverte, là je vous ai un petit peu montré comment ça fonctionnait, ça va être une ou plusieurs versions d'un article. Il va y avoir donc la notice descriptive. Vous pouvez déposer plusieurs formats de votre fichier, un fichier Word, un fichier PDF, un fichier TeX, XML, ce que vous voulez. Vous pouvez déposer différentes versions de votre fichier. Si vous avez des annexes, vous pouvez également les déposer. Ça peut être une présentation PowerPoint, des photos, enfin bon, tout élément que vous jugerez utile. Et en fait, l'identifiant pérenne, donc l'identifiant de votre dépôt, en fait, que vous allez pouvoir citer, va faire référence en fait à ce container qui va abriter toutes les composantes en fait de votre dépôt, à savoir le texte et puis également la notice descriptive. Et donc là, vous allez avoir une URL simplifiée qui va garantir en fait au lecteur de toujours arriver au bon endroit et sur la version la plus récente, et puis également une URL stable qui ne va pas dépendre du stockage physique du document. Donc ça aussi c'est très important pour être sûr de pouvoir toujours arriver en fait sur le document, de dissocier les deux. Donc là, c'est une plateforme pour en fait garantir l'accessibilité au texte intégral, préserver un niveau scientifique homogène de qualité. Donc ça, c'est important. C'est ce qui nous a permis de travailler avec Archive, de travailler avec PubMed Central. C'est-à-dire qu'on pouvait garantir un niveau scientifique minimum et qui était constant. Donc si on veut mettre en place des partenariats à ce niveau-là, il faut pouvoir apporter des garanties. Donc fournir des URL. Aussi une autre idée qui peut être intéressante, c'est l'horodatage. À partir du moment où votre document est déposé sur nos serveurs, c'est une archive institutionnelle. À partir de là, en fait, vous avez une preuve d'antériorité. Dans certains cas, ça peut être important de pouvoir citer, dire voilà, moi j'ai quand même fait cette publication avant, c'était telle date. Quelque chose aussi qui est important, c'est ça permet d'enrichir automatiquement les référentiels institutionnels, puisqu'on s'interconnecte en fait avec tous les référentiels institutionnels possibles. Également,
on limite les références sur un seul système et on peut répercuter sur plein d'autres systèmes. Donc du coup, l'effort est limité à une seule unité. Donc en termes d'économie, c'est peut-être intéressant. Et puis toujours extrêmement important, j'insiste là-dessus, c'est l'archivage pérenne, l'archivage à long terme qui est pris en charge. Combien? Ok. Alors, en quelques chiffres, donc, bon, pour faire très vite, 225 000 documents, 45 000 qui sont liés aux sciences humaines et sciences sociales, 35 000 thèses. En 2012, on a transféré vers Archive 2763 documents, vers REPEC 1736, 465 vers PubMed. Alors PubMed, c'est de la dentelle, hein, c'est fait à la main, c'est l'INSERM qui prend ça en charge, c'est vraiment... donc il y a une conversion en XML systématique, donc voilà, bon, c'est un travail très très fin. Et donc on est moissonné par REPEC, Google Scholar, OAISTER, enfin tous les grands moteurs. Et donc j'en arrive au portail. Actuellement, on a 83 portails institutionnels. Donc ce sont des institutions qui sont représentées dans HAL. C'est 32 universités, 28 grandes écoles et 23 établissements de recherche. Et on a également 2563 collections. C'est un petit outil qui est très simple à mettre en œuvre, très souple, et qui permet en fait de mettre en avant une équipe dans un laboratoire, un projet spécifique, des conférences, un séminaire. Donc on rassemble des documents de façon, grâce aux collections, de façon très, très rapide. Donc là, vous avez une localisation des différents portails en fait en France. Donc vous voyez que ça concerne l'ensemble du territoire. Là aussi, je passe parce qu'on vous a déjà présenté une page d'accueil d'un portail. Donc là, c'est la page d'accueil de l'UPMC. Également là, c'est une collection. Alors ça, c'est la page d'accueil d'une collection. C'est la collection de l'Institut Fourier. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment à avoir une personnalisation forte. Et je voudrais en conclusion en fait revenir sur quelque chose qui a été évoqué. Je vais revenir sur l'aspect institutionnel pour dire que là on a une opportunité qui est très très forte. C'est-à-dire que pour la première fois en fait les politiques se préoccupent vraiment, ça rentre dans le débat public, se préoccupent de l'open access, du devenir et des politiques autour de l'IST. Donc là, je pense qu'on a une occasion de saisir en fait cette question-là pour peut-être arriver à mettre en œuvre, à réaliser des choses fortes, puisqu'on a un soutien, il y a une volonté qui est déclarée politiquement, profitons-en. Et entre autres, rappeler, donc après l'Europe, rappeler que la semaine dernière, s'est tenu le G8 des ministres de la recherche, de la science, de l'enseignement supérieur, donc notre ministre y était, et que à cette occasion, ils ont donc évoqué, bien plus qu'évoqué d'ailleurs, ils ont parlé du libre accès, et vous retrouverez le texte des recommandations qui sont sorties de ce rassemblement, donc à l'URL que je vous indique, où pleinement ils soutiennent la voie Gold et la voie Green. Voilà, je vous remercie.